L'Alliance internationale pour la reconnaissance des apports de Maurice Allais, l'AIRAMA, a tenu début juillet une conférence de presse afin de chiffrer précisément les dépenses engagées par le gouvernement si celui-ci n'engage pas le pays vers davantage de protectionnisme. Ce chiffrage passe par la mise en place d'un indicateur Oméga Allais développé par Pierre Flexer, permettant de mesurer en termes de perte d'emploi et de croissance le coût annuel des politiques actuelles. Cette association, qui se présente comme étant la vision canal historique de Maurice Allais, regroupe divers économistes qui défendent la vision du seul prix Nobel d'économie qu'ait eu la France. Déjà, à l'occasion de l'élection présidentielle de 2012, l'Alliance avait appelé les candidats d'alors à mettre un frein à l'ultralibéralisme et seul Nicolas Dupont-Aignan avait pris la peine de répondre à cette lettre ouverte, adressant via une vidéo tous ses encouragements et son soutien. Antoine Brunet, expert en analyse stratégique, co-auteur du livre « La visée hégémonique de la Chine » et Philippe Murer, économiste et professeur de finance à la Sorbonne, ont par ailleurs pointé les risques du libéralisme à outrance face à la politique économique agressive de l'Empire du Milieu. Valeurs aux absents. Bon, je vous remercie d'être venu pour cette grande conférence de presse, et je vais vous dire en quoi elle est importante. Donc les trois titres de cette conférence de presse, c'est « La science économique rentre en politique », c'est déjà une première, un dispositif dérisoire de Bruxelles face à la Chine, puisqu'on a entendu parler de protectionnisme récemment, à nouveau, et le chiffrage du coût du refus de la solution protectionniste de Maurice Allais. Bon. Alors, il faut prendre l'histoire à l'origine, ce qui est à la fin et comme ce qui est au commencement, c'est-à-dire tout commence avec la crise de 29 pour Maurice Allais. Il est confronté à un drame, et en scientifique, en polytechnicien, en quelqu'un qui respecte les faits, il commence à se poser un certain nombre de questions. Et il disait, cette phrase est capitale, « À quoi sert la connaissance si elle ne permet pas de transformer la condition des hommes ?» Donc tout est là. Il ne suffit pas de savoir, de comprendre, il faut que cela passe dans les faits. Bon. Et à partir de ce moment-là, pour que ça change, il faut la science, bien entendu, il faut les médias, le faire savoir, et la décision politique, le savoir-faire, qui lui a manqué à Maurice Allais. Donc Maurice Allais n'a pas pu mener jusqu'au bout son processus, et c'est la raison pour laquelle l'AIRAMA, que M. Coursier-Carbon vous en parlera, a été fondé. Mais si la politique ne rentre pas en science, peut-on dire, si elle ne veut pas rentrer dans la logique de la vérité scientifique, alors à ce moment-là, eh bien, d'une certaine manière, la science économique est sommée de rentrer en politique. Et c'est l'axe de base de cette conférence de presse que nous avons initialisée au présidentiel l'année dernière. Donc c'est bien pour satisfaire à la volonté de Maurice Allais, c'est à quoi sert la connaissance si elle ne change pas la condition des hommes. Alors, donc, aux élections présidentielles 2012, donc l'AIRAMA a interpellé les candidats pour prendre date. Parce qu'il faut du temps, comme le disait un certain président de la République, il faut du temps, il faut donner du temps au temps, et le temps est un bras de levier. Au bout d'un certain temps, on ne peut plus vous dire « je ne savais pas ». Et évidemment, les solutions ont été évidemment énoncées l'année dernière, je vais vous en parler. Donc il y a eu une lettre ouverte à tous les candidats, puisque bien entendu, nous sommes un politique, bien entendu, sous le titre « L'ultralibéralisme, voilà l'ennemi ». Vous savez que Maurice Allais était libéral, donc c'est bien l'ultralibéralisme, et on sait que c'est la dose qui fait le poison. Et trois communiqués sur l'Europe titanique, le mensonge d'État et le déni de démocratie. Alors je tenais à vous le dire tout de suite, le défi, nous allons le voir, de cette conférence de presse, c'est qu'elle touche aux trois piliers de notre époque, aux trois dogmes qui sont la science, qui sont la liberté d'expression et qui sont la démocratie. Alors, chose aussi étrange qu'il ça puisse paraître, eh bien, ce sont ces trois dogmes, évidemment, qui sont niés par le refus de mettre en œuvre la solution générale Allais, et nous sommes dans une guerre de représentation, c'est-à-dire qu'on nous fait voir l'inverse de ce qui est. On va en parler. Donc, je vais rapidement, on vous a remis un peu un dossier de presse, et il faut revenir sur ce qui a été fait l'année dernière très rapidement. Très rapidement, parce que on a le choix entre se répéter et se contredire, et nous reviendrons inlassablement. Donc sous le titre «
l'ultralibéralisme, voilà l'ennemi. Il y a eu cette lettre ouverte qui s'adressait à tous les candidats à la présidence de la République et qui rappelait, on peut dire, la doctrine de Maurice Allais. Bon. Et c'était au nom du peuple français, puisque nous allons voir, il y a un sondage qui dicte très clairement la volonté des Français en la matière, et c'est au nom de la science, bien entendu, et il était demandé à tous les politiques de s'engager. Tous de s'engager sur une évidence, l'évidence empirique, puisque je vous rappelle que Maurice Allais est arrivé à une évidence. Et nier l'évidence, c'est du négationnisme, en l'espèce, du négationnisme économique. Donc, ce qui était demandé il y a un an, c'est la relance de la protection compétitive. Parce que le protectionnisme, nous allons le voir tout à l'heure avec le Omega, c'est compétitif. Bon, voilà. Alors, nous sommes en guerre, évidemment, ce qui était rappelé, c'est que nous sommes en guerre. Hier, nous voyions après un ancien président de la République, et alors tout le monde s'affaire en disant quelle est la couleur de la voiture, il s'est arrêté. Enfin voilà ce que c'est que la politique actuellement, un jeu d'apparence, on pourrait dire un jeu de spectacle. Nous sommes en guerre, et c'est une guerre d'ailleurs de représentation, dans laquelle on joue évidemment à vous représenter les choses à l'inverse. Je vous rappelle que quand l'Europe, ce qu'on a appelé l'Europe a été créée, on vous disait à l'époque que c'était pour lutter contre l'hégémonie des États-Unis. Puis maintenant, on se rend compte du fait qu'on arrive, on nous propose un sol-ferraille, et on sait très bien ce qui se passe avec les sol-ferrailles. Bon. Et donc, nous avons rappelé qu'était laissée dans les présidentielles la question majeure, donc la grande mission régalienne, clivante du chef de l'État, qui est d'assurer la protection dans la guerre économique et le succès. Bon. Donc, de fixer la date, et c'est donc d'appliquer l'évidence empirique du protectionnisme. Bon. Et j'allais dire, quand même, c'est quand même important de le rappeler pour nos amis, ce qui était dit, c'est que c'est l'évidence empirique de cette solution globale de Maurice Allais compétitive, partagée dans toute la fulgurance de la simplicité par le peuple français. Nous en reparlerons, mais 82% des Français sont protectionnistes. Comment se fait-il? Nous allons le voir que 0% des candidats à la présidence de la République étaient protectionnistes. Là, il y a un petit problème, si je peux dire, il y a une sorte de fracture démographique, fracture économique. Et donc, c'est partagé par l'élite de l'école française, des nouveaux économistes qui suivent Allais. Donc il faut bien séparer le bon grain de l'ivraie. Nous allons en parler rapidement. Et je vais le dire d'ailleurs tout de suite, c'est que sur ces trois piliers, le problème auquel a été confronté Allais, c'est qu'il dit « j'ai la solution », et tout à coup, lorsqu'il a la solution, à partir de 1999, dans son livre qui fait état de la destruction de la croissance et de l'emploi, tout à coup, contrairement aux apparences, mur médiatique, après son passage au Figaro avec Bernard Bonne-Villery, et tout à coup, mur politique. Tu vas en parler, je te remercie, mais j'en parle déjà pour dire quelque chose. Très bien, je te remercie. Et donc, ce qu'il faut dire, et que je ne dirai peut-être pas, c'est que la chose suivante, c'est que si nous sommes dans cette situation de négationnisme de l'évidence, négationnisme scientifique, bon, négationnisme de la liberté d'expression, négationnisme politique, démocratique, c'est parce qu'il y a une armée de mercenaires médiatiques, politiques, et qui finalement ont des intérêts contraires, étrangers à ceux des Français. Il y a une armée qui fait un bruit énorme. Dans cette lettre ouverte, donc, rappelez rapidement, je vous dis que les titres, vous les avez, mais c'est très important de méditer, parce qu'actuellement une information cache l'autre, or la vérité, elle ne bouge pas. Et bon, donc, la crise de l'ultralibéralisme, et Allais parle de la perversion laissez-fairiste du prétendu libéralisme. Donc là, je vous laisse le dire. Bon, le facteur majeur de la crise économique et politique, on le voit actuellement, avec le libre-échange, et les politiques, ça n'a rien à voir avec l'économie, c'est une construction politique, et qui a un coût économique. Troisièmement, ensuite, l'effet du changement de cap, ultralibéral de 1914, se mesure sur le graphique. Donc ce qui est très important dans ce qu'a dit Maurice Allais, c'est qu'il a mesuré sur un graphique. Et là, on arrive, évidemment, on va arriver à la volonté, la nécessité de mesurer, de noter, je veux dire, de noter l'action gouvernementale et son coût, pour après envoyer la facture. Bon, ça c'est très important. Alors ensuite, ce qui était dit, la solution globale, c'est la relance de la politique de protection compétitive, et les axes de la déclinaison de la solution, c'était l'annulation de la dette. Et là, M. Fuxer vous montrera qu'on va à la 80. C'est impossible de rembourser la dette, et d'ailleurs, on ne la doit pas. Et qui en parle? Nul n'en parle. C'est quand même. Et M. Sarkozy, je le rappelle, il y a 1 an et demi, avait dit que c'était le résultat d'un mensonge. Donc on est dans le mensonge. Et l'affaire Cahuzac montre effectivement, on est dans le mensonge permanent d'État. Et donc l'affaire Allais, c'est cette histoire de mensonge, de négation. On ne veut pas, pour des raisons politiques inavouables, appliquer la solution. Ensuite, donc l'annulation différentielle de la dette,
Procéder à l'annulation, donc sur le modèle de solution irlandais, par exemple, séparation légale des banques, relance de la politique de protection. Voilà ce qui était dit. Et le sondage IFOP 2011, dont on ne parle plus, montrait bien, et tout est très bien fait, c'était un sondage qui était extrêmement bien fait, que les Français sont protectionnistes. Alors comment expliquer, par exemple, qu'un président de la République, mettons la France entière dans la rue, veuille satisfaire 0,6% des personnes, alors que le mandat n'est pas impératif, ça c'est constitutionnel, et que 82% de la volonté, c'est-à-dire la volonté générale, soit ignorée. Là, on est vraiment dans le déni le plus total de démocratie. Et ce qui était dit aussi, c'est parler de la responsabilité des politiques qui est engagée. C'est-à-dire que si vous volez une petite somme d'argent, vous retrouvez dans les tribunaux, mais à partir de 1800 milliards, ça peut s'arranger. Donc, où est-on? Dans quel monde est-on? Alors après, on parle de moralisation de la vie publique. Mais la moralisation, c'est de ne pas mentir, et c'est une fois que vous avez engagé une dette et que vous n'avez pas l'engager, c'est de passer devant les tribunaux. Bon, c'est ça. Il y a des gens qui passent devant les tribunaux pour rien du tout maintenant. Ils passaient par là, on les arrête, et là, vous avez l'aveu d'un président. Et Cahuzac a dit une chose très intéressante, il dit c'est quand même bizarre. On me reproche mon mensonge privé, mais pas mon mensonge public, sur le déficit de 3%. Et le président de la République ment depuis un an. Alors où est-on? Donc c'est le défi de cette conférence de presse, c'est comment rendre la vérité visible, comment faire passer les responsables, leur faire passer leur responsabilité. Alors la conclusion, donc c'était la demande d'engagement, et il était question de poursuivre en justice, si besoin, tout homme responsable. Et pour que quelqu'un puisse passer en justice, il faut qu'il y ait un constat. Or, le constat actuellement, c'est la ruine de la France à partir d'un triple mensonge, une triple négation, je rappelle, de la science, de la liberté d'expression et de la démocratie. Ça, c'est mathématique, et nous allons y revenir parce que le modèle Oméga, notamment, est mathématique, et je tiens à vous dire d'ailleurs, je l'ai appris il y a quelques jours, que Maurice Allais disait, ce n'est pas le prix Nobel d'économie que j'aurais dû avoir, mais le prix Nobel de mathématiques, qui hélas n'existe pas. Donc, les mathématiques sont la science qui permettent de mentir, mais qui permettent également de rétablir la vérité. Alors, je vais terminer. Non, le communiqué suivant du 20 avril disait non au trucage des présidentielles. C'est un trucage, pourquoi? Parce que vous avez 82% des Français qui sont favorables au protectionnisme, qui apparaissent comme la solution, et 100% des favoris au deuxième tour qui étaient contre. Cherchez l'erreur. Je n'insisterai pas dessus, mais c'était ce dénonce de ce trucage qui est suicidaire, et il fallait rétablir la commande. Vous lirez ça document. Alors, tous les candidats ont été contactés un par un au téléphone. Un seul a répondu, et nous tenons à lui rendre hommage, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui nous a adressé une belle lettre qui est dans le dossier, et je vous passerai très rapidement la vidéo qu'il nous a envoyée. Et enfin, la fin, donc c'était le 30 avril, concluait sur l'irrésistible triomphe de Maurice Allais, qui en fait l'arbitre incontournable du troisième tour, donc, et c'est la situation dans laquelle nous sommes. Il faut revenir à Allais, c'est l'arbitre incontournable, et il triomphe. Et là, c'est un peu négativement, en négatif, parce qu'on voit que si sa solution était appliquée et les chiffres vous seront donnés, on sortirait de cette impasse et de cette Europe titanique, finalement. Mais il triomphe et nous invitions les candidats au respect de l'évidence, de la science et de la démocratie. Voilà, donc je tenais à faire ce passage important. Et en conclusion, donc pourquoi, en ce qui me concerne, c'est une grande conférence, parce qu'elle est sur le sujet, par le sujet qui est le scandale des scandales de l'après-guerre, qui est le défi donc des trois dogmes de la démocratie, la science, la liberté d'expression et la démocratie, et il y a un verrouillage médiatico-politique que Maurice Allais ne pouvait pas débloquer, et nous sommes là, les rabats, évidemment, j'allais dire l'élite de ceux qui se réclament de la vérité de la science, et non pas de ce que Maurice Allais appelait le verbiage qui nous entoure. C'est ça l'élite, ce n'est pas uniquement de passer devant les caméras, etc. Et l'abondance des médias qui est ici en témoigne. Ensuite, donc, c'est également par l'ambition d'évaluer l'impact chiffré. Alors ça, c'est évidemment la clé du système à boucle, c'est-à-dire que vous voyez constamment des gens, et récemment, vous avez donc le président du MENEF qui a avancé un chiffre de 100 milliards, mais qui avance des besoins qui sont réels, peut-être, mais on ne sait pas à partir de quel modèle, et surtout, ils ne savent pas tirer les conséquences des réactions en chaîne. C'est-à-dire que si on accorde donc les 100 milliards que demande le MEDEF, quelles seront les conséquences ailleurs? C'est-à-dire que ce n'est pas en bouchant un trou d'un côté ou en remplissant qu'on règle le problème. Donc le modèle Oméga, qui commence à arriver bien à la maturité, a pour vocation de donner le résultat final pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'habiller l'un pour déshabiller l'autre. Alors ça, c'est la clé. Donc c'est l'ambition de cet impact chiffré. Et Leibniz, vous savez, disait, ne discutez plus, calculez. Je dirais, une fois qu'on a les chiffres, on peut discuter.
Et là, quand on n'a pas les chiffres, on part à perte de vue. Vous avez un président de la République qui vous dit qu'il va inverser les courbes à la fin de l'année. Catherine Ney nous a révélé sur Europe 1 que ça se fabrique, les statistiques. C'est le monde de n'importe quoi. Et évidemment, le problème maintenant, c'est que dans certains domaines, on peut jouer le sexe des anges, vous savez, c'est comme la Byzance, mais en économie, le coup est là. C'est du réel, c'est du concret, et nous entrons dans le dur actuellement. Et donc, c'est également par le résultat, parce que vous verrez les chiffres qui vous sont présentés notamment, et je n'oublie pas la question du protection, que l'ambition, calcul de l'impact et notation de la politique économique, responsabilité collective de l'élite des économistes, parce qu'il va falloir que quand même les économistes prennent leurs responsabilités. Bon. Donc il faut distinguer les mercenaires et ceux qui se battent réellement, d'une part pour la science et pour l'intérêt de leurs compatriotes, et les autres ce sont des mercenaires. C'est le plus grand nombre. Et enfin, faut-il aller vers un contre-gouvernement scientifique? C'est une phrase, mais qui n'est pas qu'une phrase, finalement, parce que de nouvelles valeurs, ce sont de nouveaux hommes. Et en fait, on voit très très bien que chacun a des idées, des valeurs, etc. Ce qu'il faut, c'est de nouveaux hommes, de nouvelles femmes, puisque on sait que les hommes sont des femmes maintenant, et qui soient honnêtes. Parce qu'en fait, c'est le respect de la vérité. La valeur, la grande valeur de moralisation, c'est le respect des faits. Et nous revenons à Maurice Allais, qui mettait au premier rang les faits. Je vous remercie. J'ai pris ce temps pour vous rappeler sur ce dossier, parce que ce dossier, c'est la base. Vous avez les éléments de base et sur lesquels on va travailler. Alors, je vais vous passer très rapidement, maintenant, juste ce que nous a envoyé donc Nicolas Dupont-Aignan, que nous remercions, parce qu'effectivement, c'est le seul qui a répondu très très clairement. Et là, il est dans sa mission politique. Voilà, je vais vous passer. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord vous présenter mes excuses de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui parmi vous. Ce que vous initiez est extrêmement important. D'abord, vous rendez hommage à l'œuvre considérable de Maurice Allais, qui n'a pas été assez entendu dans notre pays. Et nous le payons très cher en termes de chômage de masse, de pauvreté de masse. Pendant l'élection présidentielle, j'avais tenté de défendre cette idée du protectionnisme intelligent, qui est la seule mesure capable de sauver notre pays dans la crise. Aujourd'hui, par votre initiative Oméga, vous allez offrir au monde politique un outil rationnel qui va permettre de mesurer les effets concrets de cette politique absurde, contre-productive du libre-échange déloyal. Et c'est pourquoi je voudrais vous remercier et vous encourager. Bonne chance, et je suis absolument convaincu que c'est une œuvre très utile pour l'avenir qui nous permettra de proposer aux Français un autre cap économique. Je vais vous rappeler quelques principes du protectionnisme intelligent de Maurice Allais. Il est utile et même très important. Aujourd'hui, Maurice Allais est à ce jour le seul Français distingué par le prix Nobel de sciences économiques, lequel lui a été décerné voici 25 ans déjà, en 1988, pour ses contributions à la théorie des marchés et à l'utilisation efficace des ressources. Ayant conservé toute sa lucidité et toute sa pugnacité jusqu'à sa disparition, le 9 octobre 2010, il n'aura cessé depuis la fin des années 90 de tenter avec obstination de percer l'ostracisme sans précédent des médias en France envers un prix Nobel qui empêchait systématiquement sa voix d'atteindre ses compatriotes. Il n'aura cessé en effet, au cours de toutes ces dernières années, de dénoncer publiquement, avec force, ce qu'il appelait les contresens économiques de la Commission européenne de Bruxelles et de l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Contresens dogmatiquement imposés aux gouvernements européens, mettant en garde nos concitoyens contre ce qu'il appelait lui-même la chienlit du laisser-fairisme et du libre-échangisme dérégulé, et contre la grande crise bancaire, financière et maintenant commerciale, économique et sociale qui allait certainement en résulter, laquelle fera à présent la France et les pays de l'Union sans cesse plus nombreux. C'est à cet effet qu'il avait ainsi publié coup sur coup, en 1999, puis en 2005,
sans le moindre écho dans la presse française. 3 ouvrages destinés à un lectorat élargi. En février 1999, la crise mondiale d'aujourd'hui pour de profondes réformes des institutions financières et monétaires. Il annonce la crise financière, il donne les seuls remèdes, les seuls moyens d'y porter remède. Il n'y en a pas d'autres. Vous voyez que c'est un petit livre. En novembre 1999, la mondialisation, la destruction des emplois et de la croissance, l'évidence empirique. En novembre 1980, où il met en évidence la rupture de 1974 due justement, et non pas au choc pétrolier comme on le dit. Il démontre que c'est dû à la politique de laisser-fairisme emprunté par Bruxelles de l'époque. Enfin, en 2005, Maurice Allais, l'Europe en crise, que faire? Réponse à quelques questions pour une autre Europe. Décembre 2005. C'est en effet à l'occasion de la campagne du référendum sur le projet de traité constitutionnel européen de mai 2005, rejeté très clairement, faut-il le rappeler, par environ 55% des électeurs français, à l'issue d'une participation électorale massive à ce scrutin, qui avait alors mobilisé largement plus des 2 tiers des inscrits, que Maurice Allais publiait ce dernier ouvrage, L'Europe en crise, qui est destiné à tous ses compatriotes et qu'il avait personnellement adressé au président de la République, au Premier ministre et à tous les députés de la nation. Il avait tenu à placer en première page de ce dernier ouvrage et en lettres capitales, s'il vous plaît, cet exergue dénué de toute ambiguïté. Je vous lis cet exergue. Cet ouvrage est dédié aux innombrables victimes de la doctrine libre échangiste, à tous ceux qui en sont conscients, à tous ceux qui sont encore aveuglés par de pures affirmations sans aucune justification réelle. Pour sortir du désastre où nous a plongé la politique libre échangiste de l'organisation de Bruxelles, je ne saurais donner qu'un seul conseil. Toutes les victimes du libre-échangisme, unissez-vous dans un même combat. Je rappelle quelque chose. C'est seulement votre union qui pourra assurer un avenir meilleur à l'humanité tout entière. N'hésitez pas à mettre ça en lettre capitale. Cet opuscule de 180 pages que peut être considéré comme une sorte de testament économique et politique destiné aux Européens et à ses compatriotes. Il est structuré en 5 parties et il comporte une triple annexe. En épilogue, Maurice Allais précise: les causes de nos difficultés sont très nombreuses et très complexes. Mais l'une d'elles domine absolument toutes les autres. La suppression progressive de la préférence communautaire à partir de 1974 par l'organisation de Bruxelles, à la suite, très important, de l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne en 1973. Pompidou. Le rétablissement de la préférence communautaire et de tout ce qu'il implique est aujourd'hui la condition majeure du rétablissement de la croissance, de la prospérité de l'industrie et de l'agriculture et de la suppression du chômage intolérable qui nous mène au désastre. Ce rétablissement de la préférence communautaire est indispensable pour protéger l'Union européenne des multiples désordres de l'économie internationale et de la concurrence perverse des pays à bas salaire. Ce rétablissement, cependant, ne saurait suffire, mais il représente une condition majeure de la prospérité européenne et pour mettre fin aussi à la crise profonde de la société française. Il conclut ceci qui est très prémonitoire. Sur le plan politique et institutionnel, ce rétablissement de la préférence communautaire et de tout ce qu'il implique, écrit-il, comporte des difficultés majeures au regard des traités
qui ont fondé l'Union européenne, des principes de l'Organisation mondiale du commerce auxquels a souscrit l'Union européenne et de l'influence majeure des multinationales dans le monde entier, dont il avait montré qu'à ce jeu, à terme, seules les multinationales sont gagnantes. Ce jeu devient somme négative au détriment de tous les peuples, les uns après les autres. S'il s'avérait que ces obstacles seraient insurmontables, les 12 pays de la zone euro devraient faire sécession. À l'époque, il y avait 12 pays qui étaient un niveau de vie à peu près comparable de la zone euro. Et si cette sécession s'avérait elle-même impossible, alors la France ne saurait accepter d'être détruite jour après jour. Et elle devrait faire elle-même sécession. Le marché commun européen doit donc absolument se protéger. La question réelle aujourd'hui n'est pas doit-il se protéger, mais comment doit-il se protéger? Quel système de protection mettre en œuvre? De nombreux experts préconisent des tarifs compensateurs pour se prémunir contre la concurrence des pays à bas salaire, contre les dumpings de change, contre les fluctuations désordonnées des cours d'échange sous l'influence de la spéculation. Une telle solution est totalement irréaliste. Personne, par exemple, ne peut aujourd'hui déterminer raisonnablement le taux de change d'équilibre du dollar vis-à-vis de l'euro. A fortiori, si l'on considère par exemple les pays de l'Asie du Sud-Est ou la Russie, quels sont les taux de change d'équilibre? Ils sont incalculables, il n'existe aucun expert au monde en mesure de les déterminer. Personne, absolument personne n'est actuellement en mesure de calculer les taux de change d'équilibre s'ils sont donnés d'une façon absolument arbitraire. A fortiori, si on considère les différences de prix, de productivité, de secteur à secteur, les différences entre les fiscalités, les législations sociales, un calcul correct des tarifs compensateurs constituerait une tâche absolument impossible. En fait, le recours à des tarifs compensateurs nécessiterait une évaluation produit par pays, produit et pays par pays des disparités indues de la concurrence. Une telle évaluation n'est pas réalisable. Dès lors, c'est le système de contingent aux licences d'importation vendues aux enchères qui est le système le plus facile à établir, le plus efficace et le plus compatible avec les principes généraux d'une économie de marché. Alors qu'avec des tarifs compensateurs, il faut prendre de multiples décisions pays par pays, produit par pays, tout à fait arbitraires, sur lesquelles il serait extrêmement difficile de s'entendre, et qu'il faudrait constamment modifier. Le système des contingents aux enchères n'implique qu'une seule décision par produit, à savoir la fraction maximum de la consommation communautaire du produit en question, que l'on considère susceptible d'être assuré par des importations. Ces principes d'une protection contingentaire pour tous les produits autres que les matières premières, les produits tropicaux et les produits artisanaux, pour lesquels il n'y a aucune protection communautaire, la protection reposerait sur la vente aux enchères de contingents pour chaque produit et groupe de produits. L'objectif serait de considérer que pour chaque produit ou groupe de produits, un pourcentage minimal de la consommation communautaire soit assuré par la production communautaire. La valeur moyenne de ce pourcentage pourrait être de l'ordre de 80%. À l'intérieur du grand marché commun, où prévaudraient les principes de l'économie de marché, la concurrence serait totalement libre. Ainsi serait assuré à l'intérieur du grand marché un système des prix stable, à l'abri des perturbations extérieures. Les recettes provenant de la vente aux enchères des contingents permettraient d'allouer produit par produit des primes à l'exportation, permettant aux entreprises de compenser les différences de prix entre les prix du marché commun et les prix mondiaux en dollars constamment soumis à des fluctuations erratiques de toutes sortes. Elles pourraient également, et pour partie, financer des programmes d'investissement ou d'aide dans les pays en voie de développement ou du tiers-monde. Ce système serait extrêmement souple. Il permettrait d'assurer pour chaque produit une protection communautaire de l'ordre de 80% de la consommation. Il permettrait d'éviter la disparition partielle ou totale, qui est le cas en ce moment, des secteurs entiers d'activité sous la concurrence
déloyale des pays pauvres à bas salaire et à capacité technologique, comme la Chine, l'Inde, etc. En permettant pour chaque production des importations pour une fraction de l'ordre de 20% de la consommation communautaire, ce système permettrait en outre à la concurrence internationale de s'exercer efficacement. Le système proposé ne comporterait en général aucune subvention interne et les primes à l'exportation ne feraient que compenser les écarts de prix entre les prix internes et les prix dits mondiaux. Dans l'ensemble, ce système n'aurait aucun coût budgétaire. La simplification d'un niveau de 20%. Il convient de souligner que le système que je propose ne serait nullement protectionniste au sens où le caricature les partisans d'un libre-échange mondialiste. Ainsi, en 1992, le rapport de la valeur globale des importations au produit intérieur brut marchand a été de 12,3% aux États-Unis et 16,7% au Japon. En France, il a été de 32,6%, mais en tenant en compte à la fois des importations intra- et extra-communautaires. Mais si, comme il se doit, on ne considère que les exportations extra-communautaires, ce rapport n'a été que de 15,2%. De plus, si l'on exclut, comme il se doit, les postes des matières premières et énergie des importations françaises extra-communautaires, qui resteraient en dehors de toute protection, le rapport des importations communautaires au produit intérieur brut marchand se réduirait à environ 12%. C'est ce chiffre qu'il convient de comparer au niveau moyen de protection que je suggère ici de 20%. On réalise ainsi que ma proposition de protection contingentée est extrêmement libérale. En fait, dans la situation très équilibrée du monde actuel, le système de contingent vendu aux enchères constitue le seul moyen d'assurer une protection raisonnable des secteurs essentiels contre les effets de toute concurrence artificielle dépourvue de toute justification, tout en ouvrant pour une certaine part le marché communautaire à la concurrence des pays extérieurs, et en particulier à la concurrence des pays ambassadeurs. Le système de contingent vendu aux enchères est une transparence totale. Il est très simple. Et une fois fixés les contingents par produit ou groupe de produits, il ne comporte aucun arbitraire dans son application. Il est non discriminatoire. Et par là même, il équivaut à la clause générale de la nation la plus favorisée, qui est employée par les États-Unis en partie. Les contingents, une fois fixés, et les licences d'importation vendues aux enchères, l'économie de marché jouerait totalement pour le grand marché communautaire. Seule une protection contingentaire de ce grand marché, assurant dans chaque secteur un pourcentage donné de la consommation communautaire par la production communautaire, pourrait permettre de faire face à tous les effets pervers actuels du libre-échange mondialiste. Les entreprises sont totalement libres d'exporter autant qu'il leur serait possible au regard des prix mondiaux et des primes à l'exportation comprenant les écarts de prix entre le marché communautaire et le prix mondial. C'est ce que font, en quelque sorte, déjà les États-Unis, par exemple. Eux peuvent le faire, et l'Europe non. Le cas de l'agriculture, et je détermine là. Dans le secteur de l'agriculture, les systèmes de protection communautaire seraient identiques à celui du reste de l'économie. On pourrait seulement, dans ce secteur, abaisser le pourcentage d'importation à 10%. La consommation communautaire étant assurée pour 90% par la production communautaire. En outre, des primes à la production pourraient dans ce cas être accordées aux producteurs des régions montagneuses défavorisées. Ces primes étant financées par les recettes provenant des ventes des licences d'importation pour l'ensemble de la communauté. En fait, avec une protection contingentaire appropriée, il serait possible d'assurer à la fois une autosuffisance agroalimentaire de la communauté européenne, le maintien de la population active agricole à un niveau convenable et une économie de marché, de concurrence, et cela sans subvention interne, sauf en ce qui pourrait concerner les régions montagneuses défavorisées. Puis Maurice Allais réfute, toujours dans ce testament qu'il faut avoir lu, qui a été totalement occupé par tous les médias, alors qu'il a été distribué partout. Il réfute une par une dans cet opuscule le catalogue des objections qui lui sont imposées. En conclusion, on doit constater qu'alors que la commission de Bruxelles, en la personne de Manuel Barroso, vient d'ouvrir la discussion préalable au traité de libre-échange transatlantique entre l'ALENA et l'Union européenne, lequel traité de libre-échange va apporter un coût très sérieux à notre agriculture,
en particulier, l'on voit que les multinationales, seules bénéficiaires à ce jour de ce jeu devenu à somme de plus en plus négatif pour les peuples européens, ont su totalement imposer leur diktat à ces gouvernements européens et leur faire absolument tourner le dos aux principes salvateurs énoncés par Maurice Allais. Jusqu'à quand cela va-t-il durer? Voilà. Philippe Osset-Cardon, donc, est le président fondateur, je rappelle, de l'ERAMA, de sa présentation du protectionnisme intelligent, je vais dire presque c'est tautologique. Bon. Et nous allons maintenant entendre M. Antoine Brunet, donc, qui est expert en analyse stratégique et qui est auteur avec Jean-Paul Guichard de la visée hégémonique de la Chine, du traité du sujet La marche à l'hégémonie de la Chine qui valide la vision de Maurice Allais. Vous avez la parole. Je voudrais d'abord remercier ERAMA de m'avoir invité à cette conférence et vous remercier aussi pour votre présence. À travers ma communication d'aujourd'hui, je voudrais établir effectivement le lien très fort qui m'apparaît entre la thèse sur la mondialisation qu'a exprimée Maurice Allais en 1999 et ensuite avec à travers d'autres ouvrages et celle qui nous est propre sur la Chine, à savoir Jean-Paul Guichard et moi-même, une thèse que nous avons formulée en 2011 dans notre livre « La visée hégémonique de la Chine ». Je le ferai avec beaucoup d'émotion parce que nous avons tous les deux suivi de 64 à 66 l'enseignement économique que Maurice Allais dispensait à l'époque à l'école des mines et à l'ENSAE, et aussi parce que nous avons toujours souhaité que notre livre puisse constituer une sorte de modeste réactualisation du livre « La mondialisation, la destruction des emplois et de la croissance, l'évidence empirique » que Maurice Allais a publié en 1999. Mon exposé se fera en 4 parties. Une première partie qui insistera sur la concrétisation des prévisions de Maurice Allais. Une deuxième partie qui insistera sur le basculement en 1999 de la mondialisation à la sino-mondialisation. Une troisième partie qui évoquera le fait que la puissance globale de la Chine égale déjà celle des États-Unis. Et une quatrième partie où j'évoquerai que la Chine se donne les moyens de ravir l'hégémonie mondiale aux États-Unis eux-mêmes. Première partie, dans son livre de 1999, Maurice Allais a eu l'immense mérite d'alerter le premier nos sociétés occidentales quant au risque énorme de déstabilisation et de ruine auquel elles s'exposaient en procédant à une libéralisation excessive des échanges internationaux, ce qu'il désignait comme le libre-échangisme. Ce libre-échangisme, Maurice Allais, à juste titre, le déplorait à la fois parce qu'il posait un principe beaucoup trop absolu, l'interdiction générale et permanente de toute protection douanière, et parce que cela n'était assorti d'aucune règle du jeu international. Maurice Allais a formulé 5 grandes prévisions que je me permets de rappeler, et à chacune, je montrerai qu'elles se sont réalisées et grâce à quoi elles se sont réalisées. Première prévision, celle admirable de la part de Maurice Allais, qui défendait face aux promoteurs du libre-échangisme, qui affirmait péremptoirement et sans jamais le démontrer que le libre-échangisme profiterait nécessairement à chaque pays. Maurice Allais résistait et expliquait qu'on ne pouvait pas du tout exclure le scénario dans lequel certains pays en profiteraient outrageusement pendant que d'autres en seraient fortement pénalisés. Le scénario qu'il redoutait s'est concrétisé. L'économie chinoise a bénéficié outrageusement de la mondialisation, tandis que la plupart des économies occidentales en ont lourdement pâti. Deuxième prévision. Maurice Allais anticipait une explosion des profits et une montée des inégalités de revenus et de patrimoine dans la plupart des pays. Cela s'est aussi vérifié. D'énormes profits se sont renouvelés en Chine, tant par les multinationales occidentales que par les entreprises locales. Et ce n'est pas un hasard si c'est à compter de 1999 que s'est installée la fameuse norme internationale de profitabilité des entreprises à 16% sur les capitaux propres. Si une telle profitabilité est alors devenue accessible, c'est parce que le coût salarial horaire des ouvriers chinois a été maintenu extrêmement bas par le Parti communiste chinois au pouvoir et parce que par contagion, les grands pays occidentaux, Japon, États-Unis, Allemagne, ont réduit leurs propres coûts salariaux horaires. Au niveau mondial, la part des profits dans le produit social a en tout cas retrouvé des niveaux que l'on n'avait plus connus depuis le XIXe siècle. Cela a inévitablement engendré
une disparité croissante entre les revenus des salariés d'une part, les revenus des riches occidentaux et des oligarques chinois d'autre part. Troisième prévision, Maurice Allais anticipait une formidable montée de l'endettement, là aussi très prémonitoire. Chacun sait que la crise de 2007 a éclaté précisément en couronnement d'un processus d'endettement devenu excessif dans la plupart des pays occidentaux, un endettement excessif des ménages et des banques et un endettement excessif des États nationaux. Quatrième prévision, Maurice Allais anticipait des séquences bulle plus crash à répétition. Cela aussi s'est vérifié avec deux séquences spectaculaires, la bulle boursière de 97 à 2000 et le crash boursier de 2000 à 2002, et ensuite un remake avec la bulle immobilière et boursière de 2003 à 2007 et un crash immobilier et boursier de 2007 à 2001. Cinquième prévision, Maurice Allais annonçait enfin que le maintien prolongé du libre-échangisme finirait par provoquer l'effondrement des sociétés occidentales. Je cite Maurice Allais. Les perversions du socialisme ont entraîné l'effondrement des sociétés de l'Est, mais les perversions laissez-fairistes d'un prétendu libéralisme mènent à l'effondrement des sociétés occidentales. Cette prévision-là, malheureusement, se vérifie également. La déstabilisation des pays occidentaux est générale. Crise des systèmes bancaires, crise des finances publiques, panne prolongée de la croissance et de l'emploi, crise des systèmes de couverture sociale. 6 ans après 2007, le bout du tunnel n'est toujours pas en vue. Et si les dirigeants occidentaux s'avèrent impuissants, c'est parce qu'ils refusent encore de reconnaître que la déstabilisation dont ils sont l'objet provient de la mondialisation qu'ils ont autorisée. Au terme de cette première partie, on peut poser deux conclusions. Maurice Allais a eu parfaitement raison de dénoncer la mondialisation et il s'est avéré remarquablement prémonitoire en annonçant les désastres qui en découleraient. Deuxième conclusion, si les désastres ont été encore plus précipités et plus marqués qu'ils ne le redoutaient, c'est parce que fortuitement, il s'est avéré que l'année 99 était, comme on le verra, l'année où l'économie mondiale basculait de la mondialisation simple à une mondialisation qui accordait des privilèges commerciaux exorbitants à un pays particulier, et ce pays, c'est la Chine. J'en viens maintenant à ma deuxième partie, le basculement en 99 à la sino-mondialisation. Dans les années précédentes 99, ni Maurice Allais ni personne d'autre ne pouvait encore imaginer les immenses privilèges que les dirigeants occidentaux partisans du libre-échangisme s'apprêtaient à octroyer à un pays très particulier, la Chine. Fin 99, la diplomatie américaine, très certainement sous l'emprise des multinationales américaines, a accordé son feu vert à une entrée de la Chine à l'OMC. Une fois ce feu vert obtenu, l'admission officielle fut une simple formalité et la Chine adhéra fin 2001 à l'OMC. Qu'est-ce que la Chine? En simplifiant pour les besoins de cet exposé, bien sûr, deux choses essentielles. C'est un pays immense, le premier par sa population, le troisième par sa superficie. C'est aussi un pays qui surtout présente une configuration politico-économique très singulière, un système économique qui est capitaliste, qui vient se conjuguer à un régime politique qui est totalitaire. Précisément du fait de ce régime totalitaire, la Chine disposait en 1999 de coûts salariaux ouvriers de très loin les plus bas au monde. En 2004, une grande entreprise multinationale européenne qui m'avait invité à un exposé m'avait interrompu pour me confier que dans ses usines en Chine, les coûts salariaux horaires de ses ouvriers y étaient 80 fois inférieurs à ceux travaillant dans ces usines aux États-Unis. À la même époque, des chiffres officiels, cela indiquaient que les coûts salariaux horaires des ouvriers au Mexique y étaient seulement 9 fois inférieurs à ceux des ouvriers aux États-Unis. En clair, les coûts salariaux horaires des ouvriers chinois étaient à la fois 9 fois inférieurs à ceux des ouvriers mexicains et 80 fois inférieurs à ceux des ouvriers américains. Qu'est-ce que l'OMC? L'OMC, c'est une sorte de gendarme qui s'emploie à interdire aux pays membres toute protection douanière. En accédant à l'OMC, la Chine savait fort bien que ce gendarme interviendrait en sa faveur pour interdire et pour punir toute tentative de protection douanière des autres pays contre les produits made in China. Son avantage énorme en matière de coûts salariaux horaires que je viens d'évoquer lui permettrait d'envahir de ses exportations les autres économies de la planète sans que celles-ci puissent
s'en protéger par des mesures douanières. Et la Chine n'avait même pas à redouter qu'une éventuelle appréciation ultérieure du yuan vienne amoindrir son privilège commercial initial. L'OMC n'a jamais eu aucun pouvoir pour imposer une réévaluation de sa monnaie à un pays membre. La Chine, grâce à un contrôle d'échange draconien, qui n'est accessible qu'à un pays totalitaire comme elle, c'est-à-dire avec des peines de prison de 30 ans pour quiconque contrevient au contrôle d'échange, se donnait tous les moyens d'échapper à une réévaluation de sa monnaie. Plus grave encore, en 2001, la Chine obtint même de l'OMC des avantages douaniers dérogatoires qui l'exemptaient durablement du principe de réciprocité. Tout le monde se souvient de l'affaire BIC, dans laquelle l'entreprise BIC a récemment été éconduite après avoir protesté contre le fait que les briquets made in France subissaient un droit de douane de 25% à la frontière chinoise, tandis que les briquets made in China n'étaient soumis qu'à un droit de douane de 2,5% à la frontière commune de l'Union européenne. Et la Chine était malheureusement dans son droit. On le voit, l'année 99 marque donc une rupture majeure dans le commerce international et dans les relations internationales. Nous sommes en réalité passés alors de la mondialisation simple, celle qui existait entre 1974 et 1999, à quelque chose de bien pire encore, ce que j'appelle la sino-mondialisation, c'est-à-dire une mondialisation où une grande économie, l'économie chinoise, dispose de privilèges exorbitants et définitifs face à toutes les économies concurrentes, qu'elles soient occidentales ou émergentes. J'en arrive à ma troisième partie, le fait que grâce à ça, la puissance globale de la Chine égale maintenant celle des États-Unis. En autorisant la sino-mondialisation, les États-Unis ont permis au Parti communiste chinois de concrétiser à grande échelle la stratégie de type mercantiliste pour laquelle celui-ci avait opté dès 1992 en vue de ravir l'hégémonie mondiale aux États-Unis. Une stratégie géopolitique qui est mercantiliste, c'est une stratégie de cannibalisation des autres pays. Il s'agit d'accumuler d'abord des excédents commerciaux colossaux au détriment des autres pays et de construire sur cette base une puissance géopolitique de plus en plus forte jusqu'à obtenir l'hégémonie mondiale. Dans cette optique, nous nous proposons d'énumérer ici les 5 points stratégiques majeurs que Pékin a déjà inscrits entre 1999 et aujourd'hui dans sa marche à l'hégémonie. Premier point, l'obtention d'une formidable surcompétitivité, que j'ai déjà partiellement évoquée. Pékin l'a instaurée et maintenue en combinant 5 éléments distincts. Des coûts salariaux horaires maintenus extrêmement bas pour les ouvriers chinois, c'est ce que j'ai déjà mentionné, des avantages douaniers, ce que j'ai mentionné avec l'affaire BIC, des avantages monétaires, le verrouillage du yuan pour qu'il reste très sous-évalué, des avantages fiscaux, on oublie souvent, un taux d'imposition sur les sociétés beaucoup plus bas en Chine qu'ailleurs, et enfin un dumping environnemental que tout le monde connaît parfaitement. Les entreprises peuvent polluer à leur gré l'eau, l'air et la nature de manière générale en Chine. Deuxième point, obtenu par la Chine, l'obtention de la domination industrielle et commerciale. Cette surcompétitivité maintenue à travers les années n'a pas manqué de produire les effets recherchés par la Chine. La part de la Chine dans les exportations manufacturières mondiales est passée, c'est un chiffre OMC, de 4,7% en 2000 à 15,4% en 2011. 1% du marché mondial chaque année. Progression considérable et jamais vue auparavant dans aucun autre pays. Le Japon et la Corée des années antérieures n'ont de loin pas réalisé une telle performance. Depuis 2010, la Chine a ravi la première place aux États-Unis en matière de production manufacturière et la première place à l'Allemagne en matière d'exportation manufacturière. Elle a conquis au passage des positions dominantes dans de multiples secteurs, acier et aciers spéciaux, semi-conducteurs et électroniques, éoliennes et panneaux solaires, ordinateurs et plus récemment équipements téléphoniques. Et la Chine a renouvelé bien sûr des excédents manufacturiers formidables qui lui ont permis de surfinancer son déficit chronique en produits énergétiques, en matières premières industrielles et en produits alimentaires. La Chine a ainsi réalisé une performance jamais vue de maintenir des excédents commerciaux colossaux en dépit d'une croissance très forte de son PIB. Troisième point, la domination économique. La Chine s'est singularisée par un autre exploit,
celui de maintenir une croissance de son PIB historiquement exceptionnelle. 12% l'an en moyenne entre 2000 et 2007, puis 8% l'an en moyenne entre 2007 et 2012. Officiellement, en 2012, le PIB de la Chine était encore inférieur de 20% à celui des États-Unis. Mais la production manufacturière de la Chine dépasse officiellement celle des États-Unis, tout comme sa production agricole, sa production d'énergie et sa production de bâtiments et travaux publics. Il n'est donc pas du tout impossible que le PIB de la Chine est en réalité déjà égalé à celui des États-Unis. Cela veut dire en clair que le marché intérieur de la Chine atteint déjà le même niveau que celui des États-Unis et a vocation à le dépasser. Cela donne alors un levier de puissance considérable à Pékin. Les multinationales occidentales et les États occidentaux redoutent fortement de se fâcher avec cette puissance parce que cela pourrait leur faire perdre l'accès à un marché chinois qui est devenu considérable et qui reste très dynamique. Quatrième point obtenu, l'obtention de la domination financière. En renouvelant d'année en année des excédents commerciaux colossaux, la Chine s'est constituée des réserves de change considérables, plus de 5 000 milliards de dollars selon mes calculs. La Chine est donc devenue de très loin le premier État créancier de la planète, bien devant la Russie et les pays du Golfe, et le Japon. Cela lui a déjà permis de faire désormais jeu égal avec les États-Unis dans les grands organismes internationaux, Banque mondiale et FMI. Cela surtout lui donne un énorme levier sur les États souverains qui se sont endettés auprès d'elle, et parmi lesquels il faut mentionner États-Unis, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, et la liste est longue. Cela lui donne enfin la capacité de manipuler à son profit toutes sortes de marchés, marchés d'échange, marchés obligataires, etc. Cinquième point, la Chine a obtenu le basculement des pays occidentaux dans la crise prolongée qui est la leur depuis 2007. Le mouvement brutal de désindustrialisation infligé par la Chine aux pays occidentaux les a contraints dans un premier temps, pour maintenir une croissance minimum, à rechercher une issue dans une stimulation renouvelée de la dépense intérieure et à financer cette stimulation par un recours croissant à l'endettement public et privé. En achetant elle-même massivement des obligations occidentales entre 2001 et 2007, la Chine a d'ailleurs fortement encouragé ce recours massif des pays occidentaux à l'endettement, ce qui était un énorme piège. Et lorsque le degré d'endettement des ménages et des États eut atteint en 2007 la limite acceptable par les créanciers internationaux, l'endettement supplémentaire est devenu soudainement inaccessible, ce qui a fait alors éclater simultanément une crise de la dette hypothécaire et une crise de la dette publique. Et depuis 2007, par toutes sortes d'initiatives, la Chine est venue amplifier à intervalles réguliers la crise de confiance que traversent les pays occidentaux. Au total, c'est maintenant constitué une configuration effrayante dans laquelle un pays capitaliste totalitaire, la Chine, concentre déjà entre ses mains, outre la puissance démographique, la puissance industrielle et commerciale, la puissance économique et la puissance financière. On peut donc très normalement conclure que la Chine, pays capitaliste totalitaire, dispose désormais d'une puissance globale à parité avec celle des États-Unis. Ma quatrième partie, justement, évoque le fait que la Chine n'entend pas en rester là et désormais dispose virtuellement des moyens de ravir l'hégémonie mondiale aux États-Unis. Je vais évoquer donc les points supplémentaires auxquels il faut s'attendre dans l'offensive de la Chine. Le premier est déjà d'actualité. Pékin active depuis 2008 une offensive, qu'on appelle l'offensive numéro 6, celle qui consiste à obtenir la domination monétaire. Par toutes sortes d'initiatives, Pékin s'emploie avec succès à disqualifier le dollar. Il s'agit pour lui de ravir au dollar son privilège de monnaie du monde pour l'attribuer au yuan. Pékin n'a pas oublié que la victoire des États-Unis sur l'URSS était en bonne part imputable à ce qu'ils avaient pu financer très facilement la guerre des étoiles. Ils avaient alors émis une grande quantité de dollars que les banques centrales de la planète s'étaient alors empressées d'accumuler. Si Pékin réussit son offensive numéro 6, et on a de bonnes raisons de le craindre, il marquerait assez facilement le point numéro 7, celui de la domination technologique et de la domination en matière d'armement. L'argent, comme on sait, est le nerf de la guerre. Muni à la fois de sa domination financière et de sa domination monétaire,
Pékin disposerait d'une capacité financière très supérieure à celle des États-Unis, ce qui lui permettrait à la fois de concentrer à son avantage la technologie mondiale, soit par des programmes immenses de recherche-développement, soit par achat en bourse des multinationales technologiques, et de surpasser les États-Unis en matière d'armement. Ce point numéro 7 enclenchera ensuite le point numéro 8, celui de la domination diplomatique. Dès lors qu'elle serait munie de la domination économique, financière, monétaire, technologique, armement, la Chine réunirait entre ses mains tous les atouts pour détacher des États-Unis la plupart des pays qui sont encore leurs alliés et pour se les subordonner, soit par sa capacité à les attirer à elle, soit par sa capacité à les intimider, soit encore par sa capacité à corrompre leur gouvernement. Après le point numéro 8, viendrait alors le point numéro 9, celui de la confrontation territoriale. Pékin, se sentant très fort, lancerait toutes sortes d'initiatives pour prendre le contrôle direct ou indirect de territoires entiers, terrestres ou maritimes. À ceux qui se rassurent encore en pensant que la Chine est un pays qui serait génétiquement pacifique, j'objecterai que depuis 1945, ce pays a quand même initié unilatéralement une guerre contre l'Inde en 1962 et une guerre contre le Vietnam en 1979. J'objecterai aussi que depuis 2010, Pékin revendique contre tous les traités internationaux la pleine souveraineté sur la mer de Chine du Sud et que depuis 2011, il commence à revendiquer aussi la pleine souveraineté sur la mer de Chine de l'Est. Certes, on peut penser qu'à mesure que la Chine manifesterait en acte son appétit territorial, cela provoquerait une forte réaction d'ordre militaire de la part des États-Unis. Mais celle-ci prendrait place dans un contexte géopolitique qui serait devenu très défavorable aux États-Unis. Il serait très hasardeux dans ces conditions de parier sur une capitulation sans combat de la Chine face aux États-Unis. Resteraient alors deux autres issues, une troisième guerre mondiale ou une capitulation sans combat des États-Unis devant la Chine. Deux issues totalement catastrophiques, l'une comme l'autre. Le moment est venu de la conclusion. Pour avoir commis l'énorme erreur d'octroyer et de renouveler à la Chine un privilège exorbitant en matière de surcompétitivité, les États-Unis, l'Europe et les autres pays démocratiques continuent à se faire déstabiliser par la Chine. Il suffirait maintenant que la Chine gagne la bataille du yuan contre le dollar pour que virtuellement elle puisse emporter la guerre totale qu'elle a discrètement engagée dans les années 92 contre les démocraties occidentales. La mondialisation, puis la sino-mondialisation nous aurait ainsi amené à une issue absolument détestable, une vassalisation générale de la planète à l'égard de la Chine et du Parti communiste chinois. Pour éviter une telle issue, il est vital et urgent de rompre avec cette sino-mondialisation. Tant que celle-ci se maintient, la Chine continue à bénéficier d'une surcompétitivité qui continue à alimenter sa montée en puissance fulgurante. Si la France, l'Europe, les États-Unis et les autres pays démocratiques prolongeaient leur passivité, on assisterait d'abord à la victoire monétaire que recherche la Chine, qui précéderait de peu un triomphe planétaire de la Chine. Il est temps pour la France et pour l'Europe de remettre en cause leur appartenance à une OMC qui, de facto, fonctionne au service de la Chine et d'entreprendre les initiatives diplomatiques nécessaires pour associer les autres pays à une telle démarche. Je vous remercie de votre attention. Puis à côté de remercions M. Brunet pour sa magistrale démonstration, qui rappelle la fameuse formule « les capitalistes vendront l'accord pour le temps ». On pense à cette phrase. Et donc nous le remercions. Et maintenant, donc nous allons passer donc la parole à M. Philippe Murer, donc économiste, professeur de finance, qui va nous présenter le non-sens de la transition énergétique sans protectionnisme, qui rentre dans le même cadre. Alors le sujet paraît très très léger après avoir écouté en fin de son exposé, qui était tout à fait brillant. Effectivement, ça c'est quand même un sujet d'avenir. Les énergies actuelles sont en train de s'épuiser. Le pétrole, on sait qu'on approche du pic pétrolier, on découvre beaucoup moins de réserves, on consomme de pétrole. Le pétrole de schiste ne représente, selon les Américains, que 10% des réserves mondiales de pétrole. Donc ça ne sera pas une solution. Les gaz de schiste, un peu plus, 30% des réserves de gaz. Mais on se retrouve donc face à l'épuisement du pétrole. Je ne parlerai pas du problème de la transition énergétique, c'est une nécessité. Je ne parlerai pas du problème du réchauffement climatique parce qu'il est clivant. Il y a des gens qui pensent qu'il y a un réchauffement climatique, d'autres qui pensent qu'il n'y en a pas. Donc de toute manière, juste le fait qu'il y en ait un épuisement du pétrole oblige à faire une transition vers d'autres énergies.
Alors, quelles énergies? Il y a effectivement, si on oublie le pétrole, le gaz et le charbon, qui sont des énergies très commodes parce que stockables, transportables et qui ont été produits d'approvision, il nous reste en fait le nucléaire, le solaire et l'éolien comme grande masse d'énergie. Une chose importante que je voudrais vous rappeler, c'est que le soleil qui tombe sur Terre représente 5000 fois la consommation mondiale d'énergie. 5000 fois. C'est le CEA qui le dit et plein d'autres scientifiques, ce qui montre bien qu'il faut en capter une partie absolument infime pour produire de l'énergie pour toute la planète. L'éolien, on est plutôt autour de 50 fois si ma mémoire est bonne, et donc ça sera plus compliqué, mais ça sera sans doute une énergie d'appoint. D'autant plus importante que l'éolien maintenant, le coût de l'éolien, l'énergie de l'électricité tirée de l'éolien, des éoliennes, est au même prix, c'est-à-dire 6 centimes le kilowattheure de prix de revient, au même prix que le nucléaire ou que les énergies fossiles, la production d'électricité par les énergies fossiles. Pour les énergies nucléaires, je m'appuie sur le rapport de la Cour des comptes qui calcule ces coûts qui sont entre 5,5 et 6 centimes, voire 7 centimes selon les coûts de démantèlement des centrales que soulève la Cour des comptes. Donc l'éolien est au même prix, avec quand même un inconvénient, soyons honnêtes, l'inconvénient de l'intermittence, puisque autant le nucléaire produit une énergie stable, le charbon et le pétrole produisent une énergie à la demande, ce qui est encore mieux que le nucléaire, parce que si on a besoin sur une pointe, on peut produire à partir du pétrole ou du gaz en mettant en chauffe une centrale donc à gaz ou à fioul. Donc, mais l'éolien a un problème d'intermittence qu'on peut régler en... Alors c'est le sujet d'un livre que je suis en train de faire, c'est pour ça que j'ai fait ce travail, je commence à bien connaître, en utilisant au moment où on produit énormément d'énergie solaire ou éolienne, la production d'hydrogène par la catalyse de l'eau, ce qui permet de stocker ces flux par un vecteur énergétique, pour les injecter dans l'économie au gré des besoins. Alors il faut savoir aussi que le solaire, sur près, on vous dit en ce moment, d'ailleurs les tarifs de l'électricité d'EDF ont augmenté de 10%, le solaire est une énergie ruineuse, paraît-il. Alors ça dépend comment on le fait. Sachez que les tarifs de solaire, de rachat du solaire, quand on pose sur des prés et pas sur des surfaces de 10 ou 15 mètres carrés, ça représente 8 centimes d'euros par kilowattheure. Donc là on est très proche du prix du nucléaire, de l'éolien et des énergies fossiles. 8 centimes d'euros. Voilà, alors, excusez-moi, est-ce que vous pouvez mettre mon... j'ai oublié de vous demander, il y a le slide, parce qu'il y a un avantage très important du solaire, en plus de sa disponibilité immense, 5000 fois la consommation d'énergie, c'est que le prix du solaire, le solaire, en fait, les panneaux photovoltaïques, c'est des semi-conducteurs. Donc ils suivent une espèce de loi de Moore, comme vous avez constaté que sur les ordinateurs, votre puissance est multipliée par 2 tous les 2 ans, sans que les prix ne changent. On a la même chose en fait pour l'électricité solaire. Et en fait, dans les années, quand le solaire a commencé, les premiers panneaux photovoltaïques sont apparus dans les années 78, je crois que la France était assez en pointe d'ailleurs à ce moment-là. Le prix du watt pour produire un watt au maximum, ce qu'on appelle le watt crête, donc des panneaux solaires pour produire au maximum en pleine puissance un watt, coûtait 50 € pour produire ce watt crête. À l'heure actuelle, on est descendu à 0,6 ou 7 €. Sachant qu'on est en période de dumping, le vrai prix doit être plutôt autour de 0,8, 0,9 €. Voilà. Sachez que cette loi de Moore, en fait, elle avait été, là j'ai repris, c'est assez amusant, je l'ai trouvé sur internet, une personne qui en parlait déjà dans les années 99. C'est la page 2 en fait. Voilà, excusez-moi. Voilà. C'est bon. Donc en fait ce graphique, donc, la personne avait fait. Donc on a une division par 3 en fait. On regardait déjà en 99, on voyait qu'on avait une division par 3 du prix des panneaux solaires tous les 10 ans. On parle de 50 € à 17 €, etc. Donc en 99, on était déjà à 4 € le watt. Alors l'énergie solaire, l'électricité solaire était encore très chère à ce moment-là. Et en fait, la personne a déjà prolongé la courbe en prenant ce facteur. Qu'est-ce qu'elle trouvait comme prix en 2010? 1,6 € le kilowatt. En fait, le vrai prix est plutôt en 2010 plus bas, 1,10 € le kilowatt, parce qu'il y a un acteur majeur qui a changé la donne là-dedans, c'est la Chine. On aurait dû avoir un prix grosso modo sur ce niveau-là, mais la Chine a pesé énormément, puisqu'elle elle est partie de zéro, elle a subventionné à mort ses industries solaires, accepté sur son marché intérieur que des panneaux solaires chinois, et finalement, on s'est retrouvé donc avec des prix des panneaux solaires qui ont été complètement écrasés. À l'heure actuelle, tous les fabricants allemands ont fait faillite.
c'est eux qui ont quand même, les Allemands quand même, c'est eux qui ont favorisé à partir de l'an 2000, avec leur subvention à l'énergie solaire, cette baisse des prix, assumer cette baisse des prix pour arriver à un point d'équilibre. Pratiquement tous les fabricants allemands ont fait faillite. Le numéro 1 mondial, QCell, qui produisait 10% des panneaux solaires, a fait faillite. Et on a ça un petit peu partout, Solon aussi, où les autres sont en redressement judiciaire. Et que font les Chinois maintenant? En fait, eh ben, ils recapitalisent avec l'argent de l'État, tranquillement, leurs énergies solaires, leurs panneaux solaires chinois, après avoir tué les panneaux européens. Sachez que Suntech, qui a été liquidé en Chine, qui est un des gros acteurs chinois, a été liquidé pour des raisons politiques. C'est l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire qu'il subventionne, il recapitalise tout le monde, sauf un qui ne plaisait pas au régime. Et tous les autres sont recapitalisés de cette manière-là. Voilà donc pourquoi on a cette nécessité, parce que le solaire, l'éolien est quand même moins bien accepté, les éoliennes, etc. Et on n'a pas la même quantité de vent qu'on a de quantité de solaire. Donc le solaire sera déterminant. Le nucléaire en fera sans doute partie, parce qu'il permettra de maintenir un flux stable d'électricité, et le solaire et l'éolien seront des énergies d'avenir. Donc, sachant qu'une politique énergétique, ça ne se fait pas en 5 ans, on ne va pas tout changer en 5 ans. C'est pour ça qu'il va falloir s'y mettre vite et ne pas perdre toutes nos capacités. Sachez que la moitié des panneaux européens, alors que le marché européen est le plus grand du monde, la moitié des panneaux européens vient de Chine, alors qu'on est parti de zéro il y a 10 ans. L'écart de prix, ça c'est important, entre les panneaux solaires chinois et européens, même si on est en plein dumping des Chinois qui continuent à tuer les prix, c'est 20%. On se tue pour 20% de prix, pour aller gratter 20%. Mais 20%, c'est 1 an et demi de baisse des prix, vu qu'ils divisent par 3 tous les ans. Donc c'est pour rien en fait, on se tue pour rien. Donc le problème, c'est qu'effectivement, le solaire va être donc une énergie très probablement dominante, très importante dans l'avenir, dans les 20, 30, 40 ans qui viennent. Si on a effectivement tous les panneaux solaires qui viennent de Chine, on va se retrouver dans la main des Chinois. Parce que de la même manière qu'on est dans la main des pays de l'OPEP à l'heure actuelle, qui peuvent nous vendre ou ne pas nous vendre leur pétrole. Je vous rappelle qu'en 1974, à un moment donné, il y a eu un embargo, quand même, carrément, non seulement sur les prix, mais il y a eu un embargo réel suite à la guerre, c'est la guerre des 6 jours, c'était ça, 74. Guerre du Kippour, pardon. Donc il y a eu un embargo des pays arabes sur le pétrole qui s'est mis en place, d'où l'explosion des prix. Est-ce qu'on a envie de se mettre dans la main géopolitique des Chinois là-dessus? Bon, Antoine Brunet a montré que ça allait beaucoup plus loin. En tout cas, sur ce point précis, c'est très, très clairement le cas. Alors, la transition énergétique sans protectionnisme, est-ce que c'est possible? Dans le livre que j'ai fait des calculs sur combien coûterait cette transition énergétique. Donc, ça va bien aussi bien de l'isolation des bâtiments quand ils ont des passoires énergétiques, que la production d'énergie, d'électricité éolienne et solaire pour remplacer le pétrole. Vous imaginez que les montants ils sont colossaux. Moi je les ai chiffrés à 1500 milliards d'euros, voilà, de montants. Alors vous allez me dire, mais il est dingue, 1500 milliards d'euros, on ne va pas les financer. Alors c'est des investissements. Et rappelez-vous que la facture énergétique de la France, c'est 65 milliards d'euros. Donc en fait, ces montants, ils vont rapporter, ces 1500 milliards investis, vont rapporter chaque année par an 4%. Ce qui est pas mal, c'est rentable. En tout cas, c'est tout à fait rentable, dès le départ. Oui, c'est rentable, mais ça reste quand même colossal, 1500 milliards. Si on engage la France là-dedans, et que derrière, ces 1500 milliards servent à acheter des produits étrangers, dans ce cas-là, on va complètement se ruiner. On va avoir, premièrement, la désindustrialisation qui va continuer, et surtout un déficit commercial qui va augmenter, puisque les panneaux solaires seront achetés à l'étranger, ou les éoliennes, etc. Et la dette extérieure qui va exploser. Parce que qui dit déficit commercial, dit dette. Puisque quand vous consommez plus que vous produisez, il faut s'endetter pour compenser le déficit commercial. Donc c'est la ruine absolue de faire une transition énergétique, ce que veulent faire les écologistes, sans faire de protectionnisme. C'est la ruine absolue. Ensuite, dernière petite chose à rappeler, quand vous achetez en France, c'est quand on achète en France un produit qui centre, il y a 42 taxes qui rentrent. Donc sur ces 1500 milliards d'euros, si beaucoup de travail est fait en France, ou en Europe, si on arrive à faire une Europe protégée, et bien chaque fois qu'on dépensera 1 euro, il y aura 40 centimes d'euros qui reviendront en taxes, cotisations sociales directes. Donc non seulement c'est rentable, mais ça va rapporter de l'argent par le biais de l'impôt sur l'activité économique qui permettra elle-même de poursuivre en boucle. En fait, c'est l'économie des 30 glorieuses. C'est comme ça qu'on a fait proposer les canalisations, les canalisations d'eau potable, puisqu'on oublie que l'eau potable est partout en France dans les années 45. On oublie ces programmes d'État immenses qui ont été mis en place. Alors probablement que l'État devra être le stratège et les entreprises privées produiront.
mais en tout cas, il y aura besoin d'un financement et d'un programme d'État et d'un plan. Voilà, donc importer de l'étranger dans le panneau n'a aucun sens. Le solaire français, il faut bien savoir qu'il n'est pas mort, parce que EDF a racheté Photowatt, qui est une belle boîte dans le solaire, qui produit des panneaux de qualité, même si ce n'est pas une très grande entreprise. Mais Total a eu l'intelligence de racheter SunPower, qui est la deuxième entreprise solaire américaine. Pour 2 milliards d'euros, ils ont racheté 60% de SunPower. Donc ils ont acquis la technologie, de la même manière que le général de Gaulle et le gouvernement à l'époque s'était débrouillé pour acquérir la technologie la technologie nucléaire américaine, je ne me rappelle plus, Westinghouse, ou la technologie nucléaire américaine avec Westinghouse. Voilà. Bon, pour rappel, effectivement, si les Français demandent du protectionnisme qui est nécessaire pour cette transition énergétique, rappelons aussi que les Italiens, les Espagnols, les Allemands pensent la même chose et ils sont entre 65 et 70% pour du protectionnisme. Et de la même manière que Halley pensait qu'il fallait faire sécession si jamais l'Europe ne voulait pas faire de protectionnisme, dans les sondages qui ont été réalisés, et les Italiens, les Allemands, les Espagnols et les Français disent qu'il faut faire sécession de l'Europe, faire du protectionnisme national si l'Europe ne peut pas le faire. Combien de temps, effectivement, c'est toujours la même question qui revient, combien de temps les gouvernements vont nous emmener dans la récession comme ça, sans suivi jusqu'à la violence. Voilà, combien de temps? C'est vraiment la question qui est posée. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, nous remercions Philippe Murer. Donc, du Forum démocratique, et nous allons maintenant passer la parole à Pierre Fuxer sur le modèle Omega et sur la mesure des performances donc du politique. Je suis en train de me demander, il vaut peut-être mieux que je reste à table pour que vous entendiez que je vous parle en face, et puis j'ai quand même des copies de mes planches pour être capable de savoir ce que vous présentez. Très bien. Donc, je parle du modèle Omega. C'est quelque chose d'ancien, puisqu'en fait, j'ai fait ça avec mon frère dans les années 90, puisque ça a été présenté à un certain nombre de congrès à cette époque, à Baden-Baden, à Namur et même à New York. Alors, l'idée provenait de... L'idée était de simplifier terriblement la façon de comprendre l'économie. L'économie, ça paraît très compliqué, mais en fait, c'est très simple. Et pour simplifier l'économie, on a utilisé une structure en boucle que je vous passer sur la prochaine planche. Voilà, alors l'idée c'est que l'homme est au centre de l'économie. Il y a dans l'humanité, il y a des consommateurs et des entrepreneurs. Des personnes appartiennent souvent aux deux groupes à la fois, d'ailleurs, en temps partiel. Et puis vous avez un outil de production qui est l'outil industriel. Et il y a des relations relativement simples entre ces personnes, puisque les entrepreneurs observent le marché et déterminent quels sont les produits à fabriquer. Les consommateurs décident pas d'acheter ces produits. Et puis il y a un troisième intervenant qui est là un petit peu mis entre parenthèses, qui est l'État, qui peut intervenir sur l'incitation à consommer ou l'incitation à investir. Donc cet État était extérieur au système, parce que ces réactions m'avaient paru à l'époque imprévisibles. Je crois qu'elles continuent à être parfois irrationnelles. Alors les données d'entrée, eh bien, comme l'idée c'était de tester, à l'époque l'idée c'était de comprendre le fonctionnement de l'économie et comprendre l'existence de cycles économiques qui avaient été décrits par de nombreux économistes au cours du 19e et du 20e siècle. Et ceci ne se comprend, ces possibilités de cycle n'apparaissent que s'il y a des retards dans le système, c'est-à-dire si c'est un système temporel, et à ce moment-là, il peut avoir des fluctuations temporelles spontanées. Alors, une autre, et puis ce que serait la catastrophe d'un remboursement de la dette si on décidait de l'entreprendre. Alors maintenant, je peux vous passer. Alors voilà les figures qui ont été faire en sorte que la réalité est divergée de la prédiction du modèle. Eh bien, il suffit d'introduire un désinvestissement de 110 milliards d'euros en 2007. Donc, c'est un trimestre, un peu plus d'un trimestre d'investissement, c'est quand même un désinvestissement important, pour obtenir la courbe verte qui, jusqu'en 2010, correspond exactement à ce qui a été observé. Ça veut dire que si on considère que le libéralisme a conduit à des délocalisations importantes aux alentours de 2007, eh bien, il est normal que le PIB ait régressé, enfin, stagné ou régressé, oscillé,
Et ce qui est intéressant, c'est que l'oscillation de cette courbe correspond exactement au fonctionnement spontané du modèle face à cette perturbation. Ce qui, dans 2010, il y a une tentative de réduction de ce déficit, et le déficit était devenu supérieur, la courbe pointillée rouge était devenue supérieure aux intérêts de la dette, et qu'il y a une tentative de réduction du déficit, donc des mesures de rigueur qui interviennent à peu près dans le budget 2010. Alors le budget, c'est effectué l'année d'après, etc. Donc en fait, la date exacte de cette perturbation n'était pas claire. Et sur la courbe de droite, vous avez la variation annuelle de la dette. Alors, la dette a augmenté tous les ans, sauf dans deux dates qui correspondent justement à 2007. Et puis on voit qu'en 2010, on commençait à vouloir réduire l'augmentation de la dette. Donc on voit que les défauts observés sur l'économie en 2007 et après 2010 correspondent à une tentative de retour à l'équilibre budgétaire. Vous avez toujours en pointillé la prévision initiale de poursuite après 1974, faite en 2007, et puis vous avez la courbe verte. Vous avez une deuxième courbe qui est rouge, mais en mixte, pas en pointillé, qui correspond à ce que donnerait le modèle si on poursuivait au-delà de 2012. C'est-à-dire si on laisse fonctionner le modèle sans le perturber au-delà de 2012, il donne cette courbe qui indiquerait un retour de la croissance. Et donc c'est la sortie du tunnel dont on parle tellement souvent dans les médias. En réalité, il apparaît bien que, contrairement à ce qu'on pense, le PIB n'a pas augmenté dans le premier trimestre 2012. D'investissement comme on l'avait fait en 2007, avec les mêmes tentatives pour revenir à l'équilibre financier, eh bien on obtiendrait une modification de la prévision qui serait la courbe verte, qui indiquerait qu'en 2017, on serait à peu près au PIB de... Alors ça, évidemment, ça mérite d'être validé par l'expérience. Mais bon. On va passer à la courbe suivante. Alors maintenant, si vous venez à l'idée de rembourser la dette, bien supprimer du PIB, puisque de toute façon les contraintes l'obligeraient, et en supprimant 20 milliards d'euros par an de cette... 20 milliards d'euros par trimestre, parce que si 1800 milliards d'euros, ça se rembourse en 22 ans et demi, ça ferait 20 milliards d'euros par trimestre, sans intérêt, ça nécessiterait nécessairement de grandes mesures d'économie, et qui dit mesures d'économie dira réduction du PIB, donc de la production et donc de l'emploi. Donc ce remboursement de la dette paraît totalement impossible. Et je pense qu'il y a peu de chances qu'elle ait... Il ne paraît pas, il l'est impossible. Sans faire exploser le chômage. C'est un euphémisme Vous m'aviez donné un chiffre des chômeurs que ça crée, vous ne l'avez pas marqué. Bon. Alors, comment peut-on relancer l'économie? Les mesures classiques, c'était la création monétaire, mais nous avons abandonné le pouvoir de création monétaire en 1970.